Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme vous le savez déjà, depuis un long moment, le peuple béninois retient son souffle car dans quelques semaines, il sera aux urnes pour choisir à nouveau son président le 28 février au soir. On aura donc une idée un peu plus précise de celui qui va conduire les destinées de ce peuple sur les 5 prochaines années. Mais qui sont-ils, ces prétendants, et que veulent-ils apporter finalement à ce peuple? Il faut observer que la plupart des candidats peinent à dévoiler leur projet de société. Eh bien, ce n'est pas le cas de celui que nous allons recevoir tout à l'heure. Le candidat de l'Alliance pour un Bénin triomphant sera face aux Béninois, face à vous, tout à l'heure et tout de suite. Alors, mesdames et messieurs, je vous demande de vous apprêter à recevoir le président Abdoulaye Biotchane. Alors, président Abdoulaye Biotchane, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes face au peuple béninois ce soir pour apporter justement des solutions à leurs préoccupations. Mais je vous annonce tout de suite que je vais conduire cette émission avec mon confrère Brice Bill Aïtchéji de Golf Télévision. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, merci. Bonsoir. Abdoulaye Biotchane, devant nous, va donc tout à l'heure se prêter à nos questions sur les différents aspects de son projet de société. Cela vous permettra, vous participants ici, et chers amis téléspectateurs, de mieux comprendre ce que la vision en fait de l'homme pour le Bénin. Ensuite, nous laisserons la parole à vous qui êtes ici avec nous. Vous aurez donc la possibilité de poser des questions directement au président de l'Alliance pour un Bénin triomphant. Monsieur le Président, je vous apprends qu'ici, ce soir, toutes les couches sociales, dans toute leur diversité, sont représentées. Alors, chers participants, n'ayez donc pas peur, n'ayez pas froid aux yeux. Le président Abdoulaye Biotchane est disposé, il est là pour vous ce soir. Mais avant, Jean-Eudes Mitokwe. Abdoulaye Biotchane est candidat pour la deuxième fois à l'élection présidentielle. Il faut dire qu'il est né le 25 octobre 1952 à Djougou, dans le nord du Bénin. Mais c'est à Kovey, une ville du centre du pays, qu'il a passé la première partie de son enfance. Ensuite, il a fait de la 6e en terminale au lycée Béanzin de Porto Novo, où il a obtenu brillamment son baccalauréat série scientifique. C'était un bac C. Durant son séjour dans la capitale, dans la ville capitale, on retient sa grande complicité avec sa seconde mère, originaire de cette localité. Et à l'image de son père, Hadj Moussa Biotchane, ex-ministre de l'enseignement technique, puis ministre des Finances. Il est appelé par le président Mathieu Kérékou en mai 1998 à occuper le poste de ministre des Finances et de l'économie dans le gouvernement. Ça a duré 4 ans. En 2002, il est en effet désigné directeur Afrique du Fonds monétaire international, le FMI, et c'était la plus haute fonction qu'un Béninois ait occupée. À ce jour, au sein de l'institution à Washington, Abdoulaye Biotchane avait donc la gestion du financement étranger de 44 pays africains. C'est finalement, Jean-Eudes, d'un parcours très riche, mais il ne s'est pas arrêté, Monsieur le Président, en si bon chemin. Bien sûr, vous le dites si bien, parce qu'après 6 ans à la tête du département Afrique du FMI, il finit par accepter en janvier 2008 le poste de président de la Banque ouest-africaine de développement. Après cette carrière professionnelle très riche, Abdoulaye Biotchane décide de se consacrer exclusivement à ses compatriotes et à leur mieux-être. C'est ainsi qu'il participe, je l'ai dit tantôt, à l'élection présidentielle de 2011 où il finit 3e. Depuis, il poursuit ses nombreuses actions sociales. Abdoulaye Biotchane contribue à la construction, je vais y arriver, de nombreux forages dans les régions du Bénin où l'accès à l'eau potable est difficile pour les populations. Il s'investit énormément également dans les microfinances et dans l'appui au groupement féminin. Beaucoup d'observateurs pensent que vous paraissez trop naïf en politique, que vous n'êtes pas assez politicien et que vous ne parvenez pas toujours à faire des accords. Que leur répondez-vous ce soir, Monsieur Abdoulaye Biotchane? Merci beaucoup et bonsoir à vous et bonsoir au public et bonsoir aux téléspectateurs. D'entrée de jeu, je voudrais dire que je ne vis pas seulement au passé. Je continue d'être actif aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Je dirige encore en effet le conseil d'administration d'une institution importante africaine qui s'occupe du financement des PME, le Fonds africain de garantie. Et puis surtout, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Lindau Consulting International qui me permet de donner des conseils à des gouvernements africains
et aux entreprises africaines. Alors, suis-je naïf en politique? Vous savez, comme nous tous, j'ai grandi dans une famille avec des valeurs. Et c'est au nom de ces valeurs-là que, par exemple, lorsque nous nous sommes battus, notamment en décembre 2014, le 11 décembre 2014, nous avons fait une très grande marche avec d'autres forces politiques pour exiger des élections transparentes. Nous avons fait une très grande marche ce jour-là pour exiger la fin des manigances pour un troisième mandat au chef de l'État actuel. Et cela a si bien marché qu'en avril-mai 2015, nous avons eu des élections d'abord législatives et ensuite communales en juin 2015. Et au nom de cela, nous nous sommes battus pour constituer le 19 mai un bloc, je pensais, assez solide, avec d'autres partenaires, 7 autres partenaires, pour contrôler l'Assemblée nationale. Et je peux vous dire que nous, dans ce cadre-là, nous avons, sans contrepartie aucune, donné les 2 députés que nous avions pour constituer cette majorité et élire le président Adrien Goumbedi à la tête de l'Assemblée nationale. Et donc, pour nous, rester fidèles à cela, être cohérents vis-à-vis de ces choix-là, et vis-à-vis de nous-mêmes, et vis-à-vis des électeurs qui nous ont fait confiance, parce que nous avons fait campagne rigoureusement pendant toute cette période-là pour dire ce qui se passe, c'est contre un troisième mandat. Ce qui se passe, c'est avoir tourné le dos aux politiques actuelles. Et donc, quand j'arrive à l'Assemblée nationale et que j'ai un groupe parlementaire, que j'ai un bureau de l'Assemblée nationale qui est conforme à cela, je reste cohérent à ça, je reste fidèle à ça. Et donc, ce n'est pas de la naïveté. Et voilà ce qui est important. Il ne faut pas donner à notre jeunesse que la politique, justement, c'est le reniement aux valeurs, que la politique, c'est l'argent facile, que la politique, c'est la corruption. Je pense que les choix que j'ai faits et les choix que mes partenaires politiques ont fait avec moi illustrent tout à fait cela, illustrent en particulier la cohérence que nous devons avoir vis-à-vis des choix passés. Vous faites bien de nous rappeler la dynamique qui a conduit à l'élection de Maître Adrien Goumbedi à la tête du Parlement. Vous nous parlez également de vos alliés politiques, notamment le PRD, la Renaissance du Bénin. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez mis vos députés à contribution pour qu'ils puissent former le groupe parlementaire avec la Renaissance du Bénin. Mais aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le PRD et la Renaissance du Bénin soutiennent ensemble le candidat Lionel Zinsou, qui est le candidat de la coalition, qui est le candidat du chef de l'État, le candidat des FCBE. On ne vous a pas beaucoup entendu sur ça. Est-ce que vous étiez surpris? Je suis surpris de ces décisions, mais vous savez, si nous avons choisi et soutenu le président Adrien Goumbedi, c'était bien parce que je pensais et je pense encore que c'est un grand homme pour notre pays. J'ai beaucoup d'amitié pour lui et je continue de respecter l'homme. Je ne comprends pas son choix parce que nous avons ensemble, avec d'autres bien sûr, combattu le troisième mandat. Nous avons combattu surtout les politiques qui étaient mises en œuvre par le président actuel. Ces politiques sont des politiques de recul. Nous avons des millions de nos compatriotes qui sont au chômage. Nous avons des millions de nos compatriotes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Nous avons des millions aussi qui n'ont pas accès à l'électricité. Et nous avons des femmes qui sont laissées dans la marginalisation totale dans ce pays. Et c'est pour retourner cela que nous avons dit, nous ne pouvons pas continuer avec les politiques actuelles. Donc, comprenez-moi quand je suis surpris qu'ayant combattu cela avec nous, d'autres décident de se joindre à ces mêmes politiques-là, de se joindre à ceux qui disent, nous voulons la continuité, parce qu'il ne faut pas oublier, le choix du FCBE, c'est le choix de la continuité. Ils le disent, ils n'ont pas peur de le dire. Ils le disent au peuple béninois, nous voulons continuer dans ce déclin. Nous voulons continuer parce que ce n'est pas un déclin pour tout le monde. Il y a des gens qui se sont enrichis pendant la période. Mais le plus gros, la classe moyenne, les Béninois les plus pauvres, ils sont laissés pour compte. Et nous travaillons pour que justement ça change. Par conséquent, je ne peux pas comprendre dans le contexte qui est celui d'aujourd'hui que ceux qui veulent changer la page disent « nous voulons continuer les politiques du passé ».
Alors, merci, Monsieur le Président. Vous l'avez dit, vous voulez travailler à ce que ça change véritablement. On a eu connaissance de votre projet de société. Vous voulez véritablement apporter des solutions aux Béninois. Nous avons réalisé un micro-trottoir. Nous allons vous inviter à suivre cet élément. Lorsque nous posons un petit diagnostic de la situation de gestion du Bénin, de l'environnement géographique où nous sommes, nous avons fondamentalement un problème de sécurité. Nous avons besoin, les Béninois ont besoin d'un candidat, d'un président de la République qui pourrait nous assurer un optimal de sécurité dans les allers-retours où nous allons survivre. Je pense que le prochain président, premièrement, doit connaître le Bénin, doit connaître les problèmes des Béninois, doit être imprégné des réalités des Béninois. Donc le prochain président, ce sont les critères. Il doit être imprégné, il doit être un type qui a la tête, hein, qui doit se sacrifier, qui doit mouiller le maillot pour les Béninois. Moi, je dirais que j'aurais voulu un homme responsable. Quand je dis responsable, c'est-à-dire un père de famille. Déjà, on sait qu'un père de famille a la responsabilité d'unir sa famille, sa petite famille déjà, et de subvenir à leurs besoins, parce qu'il sait déjà ce de quoi ils ont besoin. Donc si je dis que le président que j'aimerais avoir pour le Bénin soit un père de famille, c'est que je voudrais qu'il soit quelqu'un qui puisse unir la nation. Je veux travailler là. Il n'y a pas de travail au Bénin là. Les éminements là. Donc ces éminements là, c'est des jobs quoi. Donc, il n'y a pas de travail. Moi-même, je vois ici peindre bâtiment. Il n'y a pas de travail. À cause de ça que je vais commencer les zèmes. Je veux du travail, santé. Le prochain président de la République du Bénin doit être un président qui aime son pays. Un président tempérant. Un président réconciliateur. Un président patriote. Un président qui respecte les règles étatiques. Un président qui aime tous les Béninois. Je lui dirais tout simplement de tout faire pour que la corruption ça s'arrête. Et que de nous aider afin que les gens puissent cesser de nous mettre de petits moyens financiers devant pour nous acheter. Et que de regarder les employés béninois souffrent vraiment dans ce pays. Et aujourd'hui, nous avons des diplômes. Nous, Béninois, nous avons des diplômes, le bac, le master, tout ça, mais vraiment, il n'y a pas d'emploi, on souffre de gauche à droite, on est dans des rues, et c'est ce qui amène le vol. Donc, il faut aussi la sécurisation du pays. Vous avez entendu certains de ces témoignages. Nous voulons quelqu'un qui connaisse le pays. Moi, je connais le pays. Nous voulons quelqu'un qui aime les Béninois. J'aime les Béninois. Nous voulons quelqu'un qui est attaché au pays. J'y suis attaché, j'ai 3 enfants. Et ces 3 enfants qui ont fini leurs études vivent tous au Bénin. J'ai tous mes intérêts au Bénin. Si ça se passe mal, je serai ici. Et je travaille pour que ce soit bien pour chacun et pour tous, donc pour tout le monde. Je suis prêt à agir dès demain. Parce que certains vous l'ont dit dans ce que vous venez de nous montrer, il faut quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui sait où commencer. Moi, le 6 avril 2016, je ne sais pas où commencer. Je sais la première mesure que je vais prendre, avec qui je vais travailler. On ne mettra pas des semaines pour avoir un gouvernement. Et c'est pour ça qu'en réfléchissant, et c'est pour ça que c'est très bien de revenir au débat d'idées, moi je suis prêt à débattre avec tout le monde pour que notre pays avance, pour que notre pays quitte le chemin qu'il a parcouru pendant ces 10 dernières années. C'est pour ça que je vais vous donner cet ouvrage en témoignage de ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Nous avons réfléchi et nous avons ce programme qui est le projet de société que nous envisageons de mettre en œuvre si je suis élu. Puis-je vous le donner? Je viens vers vous alors. Voilà, merci. C'est le témoignage que nous avons réfléchi. Nous ne savons pas où commencer.
Vous avez suivi tout à l'heure les Béninois sur ce qu'ils attendent du prochain président de la République. Les différentes couches de la société sont représentées ici. Et nous allons donner la parole d'abord à Madame Cora Zenabou. Elle est originaire de Niki, dans le Borgou. Bonsoir, Monsieur le Président. Je suis mère de 3 enfants, j'ai 40 ans. Je surviens aux besoins de mes enfants et sans l'aide de mon mari. C'est un fléau qui, de nos jours, circule sur le territoire national. Monsieur le Président, quelle est la solution que vous pouvez nous apporter? J'ai le cœur fendu par ce que vous dites là. Beaucoup de parents seuls, beaucoup de femmes seules, exposées à tous les problèmes de la société et parfois, tout simplement, sans même des revenus qui leur permettent d'élever et d'éduquer leurs enfants. Je suis très, très sensible à ça parce que je rencontre partout où je passe beaucoup d'entre vous et je suis solidaire à ce que vous faites. Je suis d'autant plus solidaire que même dans ma propre famille, j'ai des sœurs qui sont un peu dans la même situation. Et je sais quelle est leur douleur, quelle est leur peine et quelle est leur souffrance. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous aider, vous, à élever vos enfants, à vous en sortir dans la vie et éventuellement à refaire votre vie. C'est pour cela que nous allons vous aider vraiment à vous en sortir, quelle que soit votre situation sociale. Parce qu'il y a des femmes aussi mariées qui vivent sous le toit de leur famille et qui ont des difficultés insurmontables. J'ai rencontré effectivement l'autre jour à Bokoumbe une femme qui vivait avec son mari sans emploi, qui avait des enfants eux aussi en âge de fonder leur famille et qui ne s'en sortaient pas. Ce que l'État a à faire dans ce domaine est très, très important. D'abord, je vais décliner les 3 projets phares que nous avons. Pour vous qui avez une activité déjà, ce dont vous avez besoin, vous le savez, c'est un peu plus de moyens financiers. Parce que vous pouvez vous en sortir si l'État vous vient ou d'autres structures financières vous viennent en aide pour amplifier ce que vous faites. Vous avez une activité qui vous rapporte de l'argent, qui vous fait vivre déjà, vous et votre famille. J'ai donc dit que dès le 6 avril 2016, nous allons réformer le programme de microcrédit qui existe actuellement et qui limite le montant des apports à 50 000 francs CFA. Je sais que c'est dérisoire parce qu'on ne peut pas faire grand-chose avec cela. Mais moi, j'ai créé en 2000 déjà une institution de microfinance qui s'appelle Donga Women, qui faisait exactement cela. Mais en 2000 déjà, le plafond de prêt de cette institution était déjà de 100 000 francs CFA. Donc aujourd'hui, avec les moyens de l'État derrière, nous sommes capables de faire beaucoup plus. Et je dis que dès le 6 avril, nous allons porter ce plafond-là de 50 000 francs à 200 000 francs CFA. Et pour les femmes qui acceptent de se mettre en coopérative, vous pouvez vous mettre à 3, à 4, à 5 dans une coopérative. Nous sommes prêts à porter ce plafond-là à 2 millions de francs CFA. Je pense que c'est un montant qui est suffisant pour vous aider à amplifier ce que vous faites. Deuxièmement, il y a des femmes qui font des activités où elles n'ont pas vraiment de revenus. Les revenus sont aléatoires. Par exemple, dans la zone d'où vous venez, à Niki, il y a des femmes qui font du beurre de karité. Mais elles ne sont pas suffisamment outillées, elles ne sont pas suffisamment équipées pour en faire en grande quantité. Sûrement pas en quantité commercialisable. À ces femmes-là, et à d'autres qui font d'autres produits, par exemple à Adjara, il y a des femmes qui font de l'huile de palme, de l'huile de palmiste. Il y a des femmes dans le Monokoufo qui font des activités de pêche. À ces femmes-là, nous allons les aider à amplifier leurs activités. Celles qui font du beurre de karité, elles ont besoin d'équipements pour passer, par exemple, de 10 kilos à la journée à 100 kilos et parfois pour des coopératives à 1000 kilos. Je connais une coopérative au Burkina qui est composée de 300 000 femmes qui produit du beurre de karité à l'exportation. Nous pouvons le faire au Bénin, Madame Cora. Et donc, toutes ces femmes qui sont sans activité, nous pouvons les unir dans des coopératives à Savalou et dans le Zoukoline. Ça va être par exemple du gari sur le marché local et à l'exportation.
Et donc, ces activités génératrices de revenus, notre ambition, c'est de faire en sorte que chacune de ces femmes-là qui vivotent aujourd'hui puisse avoir des revenus réguliers. Et mon ambition est même que, une fois par mois, ces femmes-là puissent avoir quelque chose dans leur poche, comme n'importe quel salarié d'une entreprise. C'est ça mon ambition. Et troisièmement, c'est important, il y a des femmes qui, pour une raison ou une autre, notamment à l'accouchement, perdent la capacité d'avoir toute activité. Je les ai rencontrées très souvent. Ces femmes, nous sommes prêts à les accompagner dans des subventions de l'État. Donc, pendant un certain nombre de mois, l'État va s'engager à leur donner une subvention, modeste peut-être, mais suffisante pour leur permettre de tenir jusqu'à ce qu'elles sortent de leur situation difficile de santé, par exemple, ou d'accident, par exemple, et recommencer leur vie normale. Donc, voilà 3 grands projets phares que nous allons donner aux femmes. Et bien sûr, il y a d'autres femmes qui sont à un niveau plus élevé. J'ai dit que dans la société, de façon générale, nous allons promouvoir les femmes. Par exemple, j'ai dit qu'au gouvernement que nous aurons dès le 6 avril 2016, nous aurons pour une fois au moins 40% de femmes dans ce gouvernement. Monsieur le Président, une autre préoccupation pour vous, c'est celle de M. Apollinaire Wessinon, autant pour moi. 63 ans, il est retraité du ministère de l'Environnement, marié, père de 7 enfants, originaire de Ouidah à l'Atlantique. C'est le numéro 2 sur la liste. À vous poser votre question, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur le Président. La vérité est un bien commun et celui qui la détient la doit à ses frères. En tant que président, comment pensez-vous revaloriser les pensions des retraités du Bénin? Dans beaucoup d'autres pays, surtout des pays du Nord, les pensions sont revalorisées. Moi, je suis retraité depuis le 1er avril 2008, mais ma pension reste telle. Et ça reste tel pour les Béninois du début de leur retraite jusqu'à la fin. Vraiment, Monsieur le Président, avec cette pension, moi j'ai des problèmes. Je n'arrive pas à subvenir à mes besoins. Je suis cardiovasculaire, mon épouse aussi. J'ai des enfants sans emploi, j'ai une fille mère en charge, et avec mes problèmes de santé, je sais que les centres de santé, les hôpitaux béninois du Bénin n'ont pas les moyens pour apporter des aides ou bien soigner des personnes âgées. Je me nourris difficilement, j'ai des problèmes de logement, j'ai des problèmes d'emploi pour mes enfants qui n'ont pas d'emploi. Monsieur le Président, que pensez-vous faire pour les personnes de 3e âge? Monsieur Wessinon, regardez bon. Alors, vraiment, des fois, on me dit, Président, pourquoi vous ne souriez pas? Comment voulez-vous que je sourie quand j'ai Monsieur Wessinon qui me dit tout ça? Parce que là aussi, c'est plusieurs drames additionnés. La retraite, les problèmes médicaux, l'emploi des jeunes. Je l'ai dit à Porte-Nouveau le 7 janvier, nous allons adresser frontalement cette question. Et en ayant été ministre des Finances, je connais le problème. J'ai 3 solutions. Pour les retraités, je sais que on commence d'abord par le jour où vous partez à la retraite. Quand j'ai été ministre des Finances, en 2000, j'ai veillé que tous ceux qui partaient à la retraite puissent partir avec leur livret de pension. Ce n'était pas le cas avant que je n'arrive au ministère. Et on me dit qu'aujourd'hui, ce n'est même plus le cas. Alors, nous allons commencer par là. Chaque fonctionnaire qui part à la retraite, parce que je sais que c'est réglé pour le secteur privé, partira avec son livret de pension. Pour être sûr que le premier mois qui suit son départ à la retraite, il a une pension. Parce que le premier mois après, il n'aura plus de salaire. Ça, c'est la première mesure que nous allons prendre. Et nous allons travailler d'arrache-pied tous les ministères concernés, les finances, le travail et l'emploi,
pour réaliser cela. Nous l'avons fait il y a 15 ans, donc on peut le refaire maintenant. La deuxième chose qui est importante, que vous n'avez pas dit, c'est que vous subissez aussi des tracasseries. Pour être sûr que vous allez recevoir votre pension, tous les 3 mois, vous devez aller quelque part pour montrer votre certificat de vie. Et au moins une fois par an, vous devez vous déplacer pour aller au trésor physiquement, pour qu'on soit sûr que vous êtes vivant. Eh bien, je vais vous dire une chose, vous n'aurez pas besoin de faire tout ça là. Nous allons prendre des mesures spécifiques pour nous assurer que, étant chez vous, vous continuez de toucher votre pension sans difficulté et sans avoir à vous déranger. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose qui est très, très importante, qui est, j'allais dire même cruciale, c'est celle que vous avez posée, c'est-à-dire le niveau des pensions. Là aussi, je le dis de la manière la plus ferme et la plus solennelle, tous les ans, nous allons réviser les pensions des retraités de la fonction publique et les ajuster au coût de la vie. Et nous irons même plus loin que le coût de la vie, les ajuster à la performance de l'administration. C'est-à-dire que si les recettes augmentent substantiellement, eh bien, je veillerai à ce que même les retraités aient leur part. Comme ça, vous encouragerez vos petits frères qui sont encore en fonction à bien travailler. Alors, nous allons donc continuer avec notre liste. Nous avons écouté tout à l'heure la question de Madame Cora. Nous avons écouté ensuite quelqu'un de plus âgé. Nous allons descendre maintenant à un niveau un peu moindre et écouter un jeune à présent. C'est la question de M. Agbouaï Fidegnon Adé. Il a 30 ans, il est marié déjà, il a 2 enfants originaires d'Abomey dans le Zou. Il est ingénieur en informatique et réseau et expert en e-learning. Je crois que c'est bien ça. Il a créé un cabinet d'ingénierie en e-learning, notamment sur les problématiques d'intégration des TIC dans le système éducatif. Je crois que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les start-up. Il est aussi promoteur d'une petite ferme dans la région d'Alada, dans laquelle il fait la culture de l'ananas, de l'huile de palme et il fait également l'élevage de lapins. Monsieur Adé Fidegnon, vous avez la parole. Bonsoir, Monsieur le Président. Ma préoccupation ce soir est à l'endroit des jeunes entrepreneurs que nous sommes. Que prévoyez-vous faire pour les jeunes entreprises dans un contexte où la corruption, le népotisme, le régionalisme dit sa loi? Bon. Ça va? Ça ira mieux demain. Parce que ce que vous dites, c'est d'abord et avant tout le défi de l'unité nationale. Qu'est-ce que nous faisons pour donner à des entrepreneurs égalité de chance au marché public? Pour que les marchés publics ne soient pas réservés seulement aux gens qui sont FCBE, ou peut-être aujourd'hui à leurs alliés du PRD et de la RB. C'est cela qui nous est proposé. Et moi, je vous dis, parce que je suis un fervent partisan de l'unité nationale, que tout le monde sera au même pied d'égalité. Égalité des droits, mais aussi égalité des obligations. Parce que quand on commence par choisir ses alliés à qui il faut faire des faveurs, ce qui se passe généralement, et c'est ce qui se passe dans le Bénin, c'est que ceux qui ne sont pas vos amis ne commencent pas à en souffrir, mais demain, ce sont vos propres alliés qui en souffrent parce que vous créez un environnement qui n'est pas soutenable. Vous ne créez pas un environnement qui permette à tout le monde de s'éclore. Vous n'êtes pas avec le pouvoir, mais les employés que vous avez, ils ne sont pas que de votre parti. Peut-être même que vous n'êtes pas d'un parti, je n'en sais rien. Mais si on vous laisse travailler, vous avez des employés qui sont du parti au pouvoir comme des employés qui ne sont pas du parti au pouvoir. Chacun aura son salaire à la fin du mois parce que votre entreprise pourra prospérer tranquillement. Demain, nous allons rétablir cela. Nous allons faire en sorte, parce que vous parlez des marchés publics, mais il faut parler aussi des paiements. Aujourd'hui, la gestion calamiteuse du pouvoir a fait que tous ceux qui ont eu des contrats avec l'État ne peuvent pas recouvrer leurs créances. Il y a des arriérés colossaux. En 2014, les arriérés aux petites et moyennes entreprises et aux fournisseurs de l'État s'élevaient à quelque chose comme 50 milliards.
Devinez à combien ça s'est élevé à la fin de 2015. Comme c'est bon, on en abuse. C'est 300 milliards. Alors, ce sont des petites entreprises comme les vôtres qui en souffrent. Les banques commencent par refuser de vous accorder des crédits sur ces marchés publics. Et vous-même, certains d'entre vous commencent par refuser de prendre ces marchés publics. Et donc, nous allons relancer tout cela en commençant par mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Mais je suis très intéressé par ce que vous faites parce que d'abord, vous êtes dans un secteur qui est très important, le secteur des TIC, où je considère que nous avons des niches importantes de création de valeur et de création d'emplois. Je le sais parce que je vais souvent dans un pays comme le Kenya qui a développé ces capacités-là et qui aujourd'hui, à l'heure où je parle, a plus de 300 000 emplois pour des jeunes, y compris des jeunes entrepreneurs comme vous. Demain, nous pouvons le faire au Bénin parce que nous allons vous donner plus de moyens. Vous aurez accès au marché public, mais aussi vous allez développer des activités vis-à-vis de l'extérieur et vis-à-vis de l'économie locale. Et pour cela, nous allons créer aussi des possibilités pour que vous puissiez aller emprunter dans les banques pour accroître vos capacités. Investir dans votre entreprise de e-learning, mais aussi investir dans ces projets agricoles que vous avez engagés. Et vous donnez un très bon exemple parce que vous montrez que, effectivement, dans l'agriculture, on peut gagner de l'argent. C'est ce que nous voulons aussi démontrer à une dimension, j'allais dire, nationale. Merci, Monsieur le Président. Nous allons ce soir donner la parole à une autre femme, à une seconde femme, j'allais dire, après Madame Kora Zenabou. Madame Annick Bossou, elle est présente ici ce soir. Elle va prendre la parole tout à l'heure pour vous poser une autre question. Elle a 30 ans, elle est mariée avec 4 enfants. Elle est originaire de Dassa, dans les collines. Madame Obossou est institutrice dans le primaire. Elle habite à Bomé-Calavi. Madame Annick Bossou, vous avez la parole. Bonsoir, Monsieur le Président. Permettez-moi de vous présenter deux importantes préoccupations ce soir. Je suis à Calavi, précisément à Zondiak-Pévi. Arrivé au niveau d'Aconville, il faut prendre la voie qui mène vers l'hôpital de zone, en passant devant le tribunal de Calavi. D'abord, la voie est totalement impraticable. C'est tout un calvaire pour rentrer à la maison. Et quand on rentre à la maison, nous sommes dans le noir. La zone est quasiment dans le noir. Il n'y a pas de poteau électrique dans la zone. Depuis plus de 9 ans que nous sommes dans ce quartier, il n'y a pas de courant et il n'y a pas d'eau potable. Et je voudrais demander au président quelle solution il nous propose par rapport à ça. La deuxième préoccupation, c'est par rapport au fléau ICC Service qui a menacé beaucoup de personnes. J'en suis également victime. J'ai déposé mes pots 450 000 là-bas. Alors je demande au président de nous dire honnêtement, parce qu'ils nous ont promis dans ce pays que ça sera remboursé. Est-ce que c'est encore possible? Eware, je constate que vous représentez une profession que je respecte beaucoup. Mon père a été enseignant comme vous et je sais ce que c'est. Mais quand mon père était enseignant et que j'étais enfant, j'allais dire, c'était la période d'or pour les enseignants. Ils étaient les personnes les plus respectées de leur village et des villes. C'est comme ça que mon père a été après député de Djougou et après ministre, comme il l'a dit, de l'enseignement technique et des finances par la suite. Donc je vous souhaite la même chose. Et j'espère que vous allez travailler avec nous pour rejoindre notre gouvernement bientôt. Vous parlez d'abord d'électrification. Et je suis sûr que, puisque vous me parlez de 9 ans, qu'il y a des gens qui vous ont dit, en 2015, avant le 31 décembre, vous aurez l'électricité dans votre quartier. Vrai ou faux? Et vous l'avez eu? Voilà. Alors, ils vont revenir parce que nous avons des élections le 28 février. Moi, je tiens à vous dire que nous avons une solution. Parce que vous parlez d'un quartier de Calavi. Calavi, c'est désormais la première commune du Bénin. C'est à quoi 17 km de Cotonou, la capitale économique.
Et voilà, ils n'ont pas d'électricité. Ce n'est pas qu'ils sont dans le délestage comme nous à Cotonou, mais ils n'ont même pas du tout d'électricité. Et je ne sais pas quelle est la situation chez vous, dans votre quartier, mais je connais un autre quartier de Calavi où il n'y a même pas d'eau potable. Je connais Togben, juste derrière Fidjrosé, ici, où il n'y a pas d'eau potable. Ce sont des problèmes qui sont aujourd'hui inacceptables pour moi. Je ne peux pas accepter que dans Calavi, tout près ici, il n'y ait pas d'électricité dans un village. Et je vous dis de la manière la plus solennelle, oui, à partir du 6 avril 2016, nous allons prendre un engagement pour qu'il y ait de l'eau et de l'électricité dans votre quartier. Et vous serez mon témoin. Parce que quand je vais venir, vous pourrez m'interpeller pour dire, Président, lors du débat à la télévision, vous m'avez promis qu'il y aura de l'électricité. J'attends l'électricité. Mais comme vous serez au gouvernement peut-être, comme vous serez peut-être au gouvernement, c'est vous qui expliquerez aux populations quand nous aurons l'électricité là-bas. Mais je vous garantis une chose, parce que je l'ai dit partout dans les villages du Bénin que j'ai visités. Et j'ai été effaré de voir combien de villages n'avaient pas accès à ces services de base, que sont l'électricité et l'eau potable. Entre parenthèses, pour l'eau, vous avez vu ce qu'ils ont fait de l'argent. L'argent, notre argent de l'eau potable, parce que c'est notre argent aussi, et l'argent que les bailleurs de fonds nous ont donné pour que nos populations aient de l'eau a été détourné. Et on nous dit que ça va très bien pendant les 10 ans, et il faut continuer. Moi, je ne veux pas continuer. Oui, il y aura de l'électricité dans nos villages. Et je dois vous dire comment nous allons nous y prendre. J'ai dit qu'avant la fin du quinquennat, nous assurons qu'il y aura de l'électricité dans les villages et que nous allons mettre fin au délestage dans les grandes cités comme Cotonou, Porte-Nouveau, Parakou, etc. Parce que même ceux qui ont de l'électricité à Cotonou, tous les jours sont exposés au délestage. Et ça empêche des investisseurs de venir chez nous. Ça empêche nos investisseurs locaux de prendre des risques avec leur épargne. Donc nous allons le faire. Et je vous dis, nous allons le faire de la manière la plus efficace parce que mon ambition va plus loin que de donner de l'électricité dans tous les villages et de nous autosuffire. Je veux que nous soyons en mesure de produire et d'exporter de l'électricité à nos pays voisins, et en particulier à nos frères du Nigeria. J'ai entendu, comme vous, que le Nigeria était prêt à nous vendre 300 mégas d'électricité. C'est faux, archi faux. C'est de la manipulation. Les Nigérians ont tout au plus promis d'étudier le sujet. Ils vont étudier le sujet et revenir nous dire dans quelques semaines qu'ils ne sont pas en capacité de nous donner 300 mégas d'électricité. Le Nigeria a 10 000 mégas de déficit lui-même. Et comme j'aime bien le dire à ceux qui comprennent Yoruba, on y balok aussi. Celui qui n'en a pas ne peut pas vous donner ce qu'il n'a pas, n'est-ce pas? C'est de ça qu'il s'agit. Mais pour nous, au Bénin, les choses sont plus claires et la dimension du problème est plus à notre portée. Nous avons une demande de 250 mégas. Cette demande de 250 mégas, elle est satisfaite partie par nos propres productions, partie par la CEB et partie par le Nigeria qui, quand un cas, fournit ou ne fournit pas les 150 mégas qu'ils ont promis de nous donner. Parce que nous avons aujourd'hui un contrat de nous donner 150, ils ne nous les donnent pas et vous dites ils ont promis de nous donner 300. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Ces mensonges d'État-là, il faut que ça cesse. Donc 250 mégas qui sont produits de cette manière. Vous savez qu'un producteur, un seul producteur indépendant est capable de vous fournir 250 à 350 mégas d'électricité. En Côte d'Ivoire, j'ai un ami qui produit de l'électricité et qui produit 350 mégas d'électricité à lui tout seul. Donc ce monsieur, demain, peut venir au Bénin. Mais il y a un préalable. Parce que l'autre jour, j'ai lu que le gouvernement avait 1000 mégas de promesses de production, mais personne ne produira un seul méga d'électricité dans l'environnement dans lequel nous sommes. Il faut un cadre légal
il faut assurer les investisseurs que demain, quand ils vont produire de l'électricité pour lequel la rentabilité de projet va jusqu'à 20 ans, demain, quelqu'un ne viendra pas remettre ça en cause. Et c'est pour ça que, dès le 6 avril 2016, nous allons engager cette réforme-là, faire voter une loi au Parlement pour les partenariats publics-privés qui permet donc à d'autres investisseurs, nationaux comme étrangers, de venir ici, de produire de l'électricité pour nos besoins internes et également d'être en position d'exporter cette électricité à l'extérieur du Bénin. Avant de passer au prochain intervenant, elle vous a interpellé également sur la FAICC Services. Nous allons prendre les engagements pour vous rembourser ceux dont vous avez été spoliés. Parce que je l'ai dit en 2010 déjà, il faut que le gouvernement actuel paye, parce que c'est sa responsabilité. C'est la responsabilité du gouvernement. Et c'est la principale raison pour laquelle nous devons faire face à ça. Je ne vous avais pas vu avant de faire cet engagement, parce que justement, vous aviez confiance, vous pensiez que ces gens étaient autorisés par le gouvernement à exercer. Vous les avez vus à la télévision. Vous les avez vus même donner des voitures à la gendarmerie. Eh bien, tout cela a créé un faisceau d'informations à votre portée qui vous a laissé penser que bien, c'est une entreprise légale en qui vous pouvez faire confiance et déposer vos épargnes. Donc, le gouvernement béninois doit payer. Et c'est pour ça que nous, à partir du 6 avril 2016, pour redonner confiance à la signature du gouvernement du Bénin, nous allons rembourser les déposants d'ICC Services. Et je vous dis, nous avons les ressources pour ça. Alors, parce que la question qui est posée après, c'est maintenant que vous dites cela, comment vous allez faire? Nous parlons, d'après les chiffres du gouvernement que j'ai moi-même en ma possession, nous parlons de 150 milliards avant audit. Demain, je vais les auditer. Sur 5 ans, ça me fait 30 milliards en moyenne à payer. 30 milliards, ça fait moins de 2% des recettes budgétaires annuelles. Donc, ce n'est pas la mer à boire. C'est une décision politique à prendre. Mais c'est une décision responsable parce que nous avons besoin de votre épargne demain. J'espère que vous avez épargné depuis un peu d'argent de côté. Parce que demain, nous allons lancer des obligations pour pouvoir investir dans les infrastructures qui sont nécessaires. Vous êtes à Calavi, nous voulons investir justement pour créer le transport en commun entre Cotonou et Calavi. Parce qu'il faut désormais des transports de masse. La situation où tous les matins, pour venir travailler de Calavi à Cotonou, il faut entre 1 heure et 2 heures, ou pour tous les soirs, entre Cotonou et Calavi, il faut passer 2 heures pour aller se coucher, il faut y mettre fin. Et pour y mettre fin, il faut des transports en commun de masse, et nous allons investir dans un tramway. Mais pour le faire, il faut beaucoup d'argent. Nous allons construire aussi des routes. Nous allons construire des ponts comme celui de Porte-Nouveau que j'ai annoncé l'autre jour. Et nous allons construire une très grande voie de contournement de Cotonou entre le Nigeria quand vous venez et la route du Niger. Mais pour faire tout cela, il faut de l'argent et c'est l'argent des épargnants que nous allons prendre. S'ils cessent d'avoir confiance à la signature du Bénin comme aujourd'hui, nous n'aurons pas cet argent-là. Et aujourd'hui, je peux vous l'assurer, les épargnants n'ont pas une confiance dans la signature du Bénin. La dernière émission de bons qui a été faite par le gouvernement béninois n'a pas été totalement souscrite. Et ça, c'est le premier signe qu'il y a un problème dans la signature de notre pays. Alors, Abdoulaye Biotchane, Logosso Amorin, a 26 ans. Ce sera le prochain intervenant. C'est lui qui va vous poser la prochaine question. Il est originaire de Commun, dans le Mono. Il est titulaire d'une licence en géographie et souhaite s'orienter désormais ou après vers la gestion des projets. Vous avez la parole, monsieur Logosso Amorin. Bonsoir, monsieur le président. J'ai 2 préoccupations à vous soumettre. La première, je vous ai suivi tout à l'heure et vous avez développé. Dans votre exposé, vous nous avez fait comprendre que l'une de vos priorités est de régler la problématique de l'emploi des jeunes. J'aimerais vous demander quelles sont les solutions que vous comptez apporter pour régler la problématique de l'emploi d'abord
de l'emploi sécurisé et du sous-emploi. La deuxième préoccupation est beaucoup plus un avis personnel. Depuis un bon moment, je vous ai suivi et ce soir aussi, je vous ai entendu réitérer votre ferme engagement à rembourser les spoliés de ICC Services. On entend dire dans le pays qu'il n'y a pas de l'argent pour offrir de l'emploi aux jeunes. J'aimerais vous demander d'abord ce pourquoi vous insistez autant à régler le problème des spoliés de ICC Services. Et comment comptez-vous trouver cet argent? Sinon, n'allez-vous pas piétiner sur la problématique de l'emploi des jeunes? Je vous remercie. Wison. Vous savez, les problèmes sont toujours liés. Et la situation particulière dans laquelle vous êtes est la situation de quelqu'un qui a un emploi, mais qui a un emploi qui n'est pas à la hauteur de ses ambitions. Il n'est pas à la hauteur même de la formation que vous avez. Ce que nous voulons demain, et je vais vous montrer que partout il y a du travail. Notre ami tout à l'heure, Fidélion, vous a parlé de ce qu'il fait. Son entreprise, son activité principale, c'est le e-learning, c'est-à-dire l'apprentissage, l'éducation par Internet, par les réseaux sociaux éventuellement. Mais à côté, il a créé une ferme qui lui permet d'avoir des revenus additionnels. Parce que s'il n'avait pas de revenus, il ne le ferait pas. Ce n'est pas seulement une activité de détente. Mais l'agriculture, c'est le premier pilier de notre économie. 70% de notre population en vit. Et si d'autres renoncent à y vivre, je ne sais pas quelle est votre origine familiale, mais beaucoup des jeunes que je rencontre aujourd'hui viennent de familles paysannes. S'ils ne vont pas, ils ne retournent pas à la terre et préfèrent faire des activités qui ne leur apportent pas grand-chose ou qui sont en sous-emploi, c'est bien parce que, un, il y a un problème de pénibilité que les jeunes ne veulent pas confronter, et deux, il y a un problème de niveau de revenu général dans l'agriculture. Donc, si nous voulons que les jeunes aillent dans l'agriculture, il faut résoudre partiellement ces problèmes. Il y en a beaucoup d'autres que nous voulons confronter, notamment en investissant davantage dans l'agriculture. Demain, je suis sûr qu'en modernisant l'agriculture, en permettant à des jeunes comme vous de gagner beaucoup plus dans une petite ferme que là où vous êtes aujourd'hui, vous allez peut-être vous dire, il y a une opportunité là. Je préfère peut-être aller dans une ferme de 5 hectares, 10 hectares, que de faire ce que je suis en train de faire. Donc ça, c'est une première voie de où est-ce que vous pouvez aller demain pour avoir du travail. Deuxième domaine, deuxième secteur, qui est un deuxième pilier de notre économie aussi, ce sont les services, et en particulier les services portuaires. Eh bien, il y a un gros gisement là, mais qui est sous-exploité parce que, depuis des années, nous refusons de faire les réformes qui sont indispensables pour y arriver. Vous allez aussi bien au Niger qu'au Nigeria, vous avez des opérateurs économiques, des commerçants, qui veulent venir faire leurs activités portuaires ici, c'est-à-dire importer et récupérer leurs marchandises à Cotonou. Mais à chaque fois, ils se poseront la question, est-ce que ça me coûte moins cher? Est-ce que c'est plus rapide? Eh bien, très souvent, ils arrivent avec la réponse négative et ils vont ailleurs. Demain, nous allons poursuivre à leur terme les réformes du secteur portuaire qui nous permettent d'être compétitifs, non seulement dans notre pays, mais également dans la sous-région. Faire en sorte que quelqu'un qui est à Badagry, même si demain il y a un port à Badagry, préfère venir faire à Cotonou ses opérations. Il va y avoir des emplois aussi bien autour du port que dans les transits, dans les banques, dans les assurances, partout dans ces secteurs qui sont liés au port et aux activités connexes, vous aurez des activités qui vont se développer. Nous allons investir dans les infrastructures nous-mêmes, mais aussi amener des entreprises privées, nationales et étrangères, à investir parce qu'il va y avoir des opportunités. Donc, voilà un peu dans quel domaine je pense que demain, il va y avoir du travail, non seulement pour ceux qui n'en ont pas aujourd'hui, mais également pour ceux qui en ont et qui sont sous-employés, comme vous, comme certains qui font Zémilian,
etc. La deuxième question qui est liée un peu à ça, c'est est-ce que nous avons de l'argent pour faire tout ça? Et comme disait quelqu'un d'autre qui, à mon avis, en sait un peu plus, est-ce qu'il ne faut pas mieux mettre le peu d'argent qu'il y a pour chercher du travail aux gens que de rembourser les gens d'ICC Services? Mais, chers amis, les deux sont liés. Là où nous allons investir demain pour faire les grands travaux, ce sont des entreprises nationales ou peut-être étrangères qui vont venir recruter des Béninois pour travailler, des ingénieurs, mais aussi des ouvriers et éventuellement des banques qui vont en profiter pour recruter. Mais si nous ne faisons pas ça, le risque est là que demain, quand je vais émettre une obligation pour aller chercher l'épargne, je suis certain qu'elle va refuser de souscrire parce qu'on ne lui a pas remboursé les 450 000 qu'on lui doit. Et demain, celui qui est à Dakar et qui veut acheter une obligation béninoise va dire, mais tiens, les Béninois, le gouvernement béninois, il n'honore pas ses engagements. Je préfère aller souscrire à une obligation du gouvernement malien que de souscrire à une obligation du gouvernement béninois. Donc, ce que nous faisons en disant il faut rembourser, c'est non seulement faire justice aux épargnants béninois et étrangers qui ont été enfermés dans la spoliation d'ICC, mais aussi faire justice à la signature de notre pays pour que nous soyons en mesure demain d'émettre des obligations ou même des bons pour lever des ressources sur le marché régional et continuer d'investir dans notre pays. Et nous allons investir même dans l'éducation, faire en sorte que l'école béninoise cesse de former des chômeurs pour former à partir de demain des gens qui veulent un emploi et qui auront un emploi parce qu'ils sont outillés pour ça, ils ont la formation professionnelle adéquate, ils sont équipés pour cela. C'est cela notre ambition, y compris dans l'éducation. Monsieur le Président, nous allons prendre sur la liste l'avant-dernier intervenant, l'avant-dernière préoccupation. Donc, il a non, l'intervenant a non, Monsieur Amadou Inoussa Seydou. Il a 51 ans, originaire de Kouandé, dans l'Atakora, père de 5 enfants. Il est agriculteur et cultive un champ d'environ 3 hectares. Monsieur Inoussa Seydou a 16 enfants qui sont scolarisés. Sa fille aînée, notamment, est étudiante. Monsieur Inoussa, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir, Monsieur le Président. Aujourd'hui, s'il vous plaît, Monsieur le Président, voilà, bientôt, nous allons aux élections présidentielles. Nous souhaitons que vous gagnez. Quelle vision ou bien que pensez-vous à l'amélioration de vie des agriculteurs béninois et béninoises? Akourando. Alors, je vais vous poser une question parce que je veux prendre votre propre exemple pour vous donner une idée de ce que nous voulons faire. Pour le maïs, combien vous faites à peu près sur 1 hectare? Combien de kilos? Le rendement. Ça va d'une tonne et demie. Bien, voilà. Alors, je vais vous dire un peu ce que nous voulons faire. Au cœur de notre projet, les priorités que nous avons, j'ai dit tout à l'heure, l'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes. Le 3e pilier, c'est l'agriculture. Pourquoi 70% de nos compatriotes, y compris vous, Inoussa, en vivez? Si nous voulons améliorer les conditions de vie de notre population, si nous voulons qu'il y ait une croissance économique partagée entre tous les Béninois, il nous faut nous occuper de ces paysans et nous assurer qu'ils vivent mieux tous les ans, que votre production augmente, que vous avez des rendements qui sont plus élevés. Et au cœur de ça, effectivement, j'ai proposé un programme ambitieux de réforme de l'agriculture que j'ai présenté il y a déjà un peu plus d'1 an à Parakou. Qu'est-ce que nous voulons faire? Tout le monde dit l'agriculture, c'est notre priorité, il faut arriver à l'autosuffisance alimentaire, mais sur 100 francs de recettes publiques, l'État consacre seulement 5,5 francs à l'agriculture. Est-ce que c'est ça une priorité? Sûrement pas. Donc nous nous disons, dès l'année prochaine, en année pleine,
premièrement, nous allons moderniser l'agriculture. Donner des équipements plus modernes à nos agriculteurs. Leur donner les infrastructures, notamment rurales, les pistes rurales. Vous savez très bien que dans beaucoup de zones, dès qu'il se met à pleuvoir, impossible de passer. Vous êtes dans une zone où, par exemple, pour aller de Ouassa à Kérou, de Kérou à Banikwara, c'est littéralement impossible en saison des pluies. Comment vous pouvez produire mieux? Donc, investir dans les infrastructures, mais aussi investir dans l'encadrement. On a démantelé dans l'agriculture l'encadrement des agriculteurs. Sous prétexte que ce sont des professionnels, ils connaissent l'agriculture, on n'a pas besoin de les encadrer. Mais il n'y a rien de plus faux que ça. Moi, j'aime le football et je regarde les matchs de football. Et je suis amusé que, avec des professionnels qui jouent au ballon, il y a un entraîneur qui est à la touche et qui régulièrement leur dit « toi, tu fais ceci, toi, tu fais cela ». C'est bien la preuve qu'il faut effectivement un encadrement pour que les paysans vraiment respectent les normes. Pour vous dire, demain, nous avons besoin, et nous pensons que c'est possible, de vous aider, Inoussa, à produire 6 tonnes de maïs à l'hectare dans votre ferme. Au lieu d'1,5 tonne, vous allez produire 6 tonnes. Ça va augmenter vos revenus. Le soja, je ne sais pas combien vous produisez, mais on va vous amener facilement à produire 3 à 4 tonnes de soja à l'hectare. C'est possible, nos voisins le font. Et là où vous êtes, nous sommes en saison sèche, tous les paysans sont assis, ils ont fini, ils attendent la saison prochaine. Mais quand vous allez au Burkina Faso, vous avez des paysans qui sont en train de faire de la tomate, de faire du piment. Ils ont des revenus additionnels. Là où vous n'avez pas ça. Ce n'est pas parce que vous êtes des paresseux, vous aurez bien voulu. Et il y a des paysans qui m'ont dit, nous on aimerait bien faire ça, mais on n'a pas d'eau. Donc nous allons développer, là aussi en termes d'infrastructure, des programmes de retenue d'eau qui vont vous permettre de continuer en saison sèche à produire éventuellement les maraîchers. C'est des activités que les femmes aiment beaucoup aussi. Donc voilà un peu la voie. Mais pour y arriver, je l'ai dit, il faut moderniser. Il faut investir davantage dans le secteur. Il faut encadrer davantage les paysans. Il faut avoir confiance. Demain, ça va être un avenir brillant pour les agriculteurs. Et quand je parle d'agriculteurs, ce n'est pas seulement les cotonculteurs, mais nous allons aider aussi ceux qui font du maïs, ceux qui font du soja, ceux qui font de l'ananas, en créant des filières spécifiques dans ces domaines-là aussi. L'agriculture est un des piliers de notre projet de société et nous allons y consacrer des ressources pour dire c'est là ce que nous voulons faire. Alors, Président Abdoulaye Biotchane, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais je constate, et vous constatez également avec moi, qu'il y a beaucoup de préoccupations. Donc, très rapidement, nous allons prendre le tout dernier intervenant. Il s'agit de M. Rundjenouvou Dominique. Il est originaire d'Adjinan, c'est à Porto-Novo. Vous connaissez très bien Porto-Novo d'ailleurs. Il est menuisier coffreur de profession, mais pratique actuellement aujourd'hui le métier de Zémidjan. Il a une question pour vous. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Je suis le coffreur. Mais il n'y a pas de travail. Bon, s'il y a les projets, ça va aller. Mais la question que vous demandez, comment pensez-vous développer la vie de Porto-Novo? Merci. D'abord, Ndoubenawe. Pour les jeunes gens de ta catégorie, tu es coffreur et tu fais autre chose parce qu'il n'y a pas d'activité dans ce domaine. On n'investit pas assez dans la construction et les gens ne recourent pas aux coffreurs comme toi pour travailler et pour construire leurs bâtiments. Bien, un des sujets là, c'est aussi la formation professionnelle. C'est-à-dire encadrer les jeunes gens pour qu'il y ait, on a besoin, contrairement à ce que les gens pensent, on a besoin encore plus de coffreurs qu'on en a aujourd'hui. Oui. Partout dans notre pays. À Porto-Novo, à Cotonou, à Parakou, partout dans notre pays, nous avons besoin de coffreurs. Maintenant, nous avons besoin que des gens comme toi, qui ont
une activité étudiante, si tu ne veux pas faire ça, tu peux aller faire autre chose. Si tu décides de rejoindre notre ami Fidélion pour aller faire une ferme, il faut qu'on puisse t'aider. Et c'est là un des engagements que je prends. Avec des ressources de l'État, avec la garantie de l'État que si tu veux, tu as ce projet-là, nous allons t'aider à avoir un peu d'argent pour mettre dans le projet, mais deux, garantis ton projet pour que tu ailles dans une banque pour qu'on te prête de l'argent. Mais il faut que ce soit un bon projet. Parce que je ne souhaite pas, comme c'est le cas aujourd'hui, que des gens prennent de l'argent et disparaissent dans la nature. Donc, nous allons absolument vous soutenir. C'est important pour toi et c'est très, très important. Mais c'est vrai que, étant de Porto-Novo, tu es préoccupé que Porto-Novo soit une belle ville, que Porto-Novo soit la véritable capitale du Bénin. Et c'est l'engagement que j'ai pris le 7 janvier 2016 pour dire que nous allons donner à Porto-Novo les véritables attributs d'une capitale digne de ce nom. Aujourd'hui, quand vous voulez transférer un service administratif, on vous dit qu'il n'y a pas de bureau. Quand vous avez mis les bureaux, on vous dit qu'il n'y a pas de logement. Il n'y a pas assez de logements à Porto-Novo, les loyers sont exorbitants. Eh bien, nous allons accompagner ça. Nous allons construire des centres administratifs, mais aussi des logements administratifs pour les fonctionnaires. Il n'y aura plus de prétexte. Nous allons investir dans des infrastructures urbaines, les rues pavées, les caniveaux, pour que, effectivement, la ville soit totalement assainie. Moi, je connais Porto-Novo, je l'ai dit à plusieurs occasions, j'ai vécu, j'y vais régulièrement, j'ai de la famille là-bas. Cette ville a vocation à être une très belle ville. Et je souhaite que beaucoup de personnes puissent déménager et aller vivre, parce que l'environnement sera meilleur. C'est l'engagement que je prends et j'ai dit, ce n'est pas une boutade, parce qu'aujourd'hui, si je veux bloquer Porto-Novo, ben, je ferme le pont qui est là. Il n'y a qu'un seul pont. Et vous le savez, depuis quelques mois, c'était la seule voie pour aller à l'intérieur du pays. Et si vous voulez aller à Boycon, c'est mieux de passer par Porto-Novo. Demain, nous allons construire un pont. Mais ce ne sera pas une promesse vaine. Ce n'est pas une promesse de campagne qui sera sans lendemain. Dès le 6 avril, nous allons concevoir le projet, le véritable projet d'aménagement de Porto-Novo comme ville capitale. C'est vrai qu'il y en a beaucoup d'autres qui voudraient vous interroger sur certaines autres préoccupations, mais nous ne pouvons pas les aborder toutes ici, ces préoccupations-là, puisque le temps nous presse déjà. Le débat va se poursuivre hors antenne. Monsieur le Président, merci. Votre mot de la fin. Merci beaucoup. Vous savez, ce que je viens de dire sur plusieurs sujets, sur les priorités, sur mon projet de société, beaucoup de gens peuvent venir le répéter. Et je sais que beaucoup de gens vont piquer ici et là certaines de mes idées, comme je l'ai vu déjà pour l'emploi avec le gouvernement actuel. Il a suffi que je parle de 500 000 emplois sur le quinquennat. Ils ont divisé par 5, ça fait 100 000 emplois par an. 2016, on fera 150 000 emplois. Alors que le budget 2016 est déjà approuvé, ils sont dans l'incapacité tout simplement de faire 150 000 emplois. Parce qu'à l'appui de ça, il faut que vous déclamiez les mesures qui vous permettent d'y arriver. Si vous n'avez pas des mesures qui permettent de créer 150 000 emplois, ce n'est qu'un discours. Et c'est ce que nous voyons avec ce gouvernement. Et je veux répéter la formule que le président Mbedi a utilisée il y a quelques années déjà. C'est un gouvernement de discours, ventilateur. Ce sont des promesses sans lendemain. Moi, je ne fais pas des promesses sans lendemain, d'abord parce que je vais faire ce que je dis aujourd'hui. Ça nous ramène à l'introduction, à nos débats, quand vous parliez de naïveté. Je vous disais cohérence, vérité, valeur. Et c'est au nom de ces valeurs, au nom de cette cohérence que je suis prêt déjà à agir. Je connais le pays, je connais les Béninois. Je suis prêt, dès le 6 avril, à prendre ces différentes mesures dont j'ai parlé pour l'emploi des jeunes, pour le remboursement d'ICC services, pour l'autonomisation des femmes,
pour l'eau potable et l'électricité à Calavi et partout ailleurs au Bénin. Donc demain, je serai prêt le 6 avril et c'est pour cela que je demande à tous les Béninois de me faire confiance. Faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup. Monsieur le Président, merci. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation, chers participants. Merci infiniment. Vous qui étiez à l'autre bout de cette communication, nous vous remercions également d'avoir été là. Vous en savez désormais davantage sur la vision de Abdoulaye Biot Chané pour le Bénin. Merci infiniment et bonsoir.